Merci beaucoup et j'en profite pour nous avoir associés à ce cours. Je salue la présence de maîtres, d'amis, de collègues qui ont participé un peu à nous bonifier dans ce que nous faisons au quotidien. C'est l'occasion pour nous de venir vous parler d'une passion, notamment l'électroencéphalographie, à travers ses bases techniques. Nous allons suivre ce plan-ci après, à travers des généralités où on insistera sur l'historique pour bien camper la place de ce type de l'EEG dans la pratique quotidienne, l'approche technique en tant que telle à travers les bases neurophysiologiques et l'approche médicale qui sera beaucoup plus étayée dans les cours suivants. À travers la définition, l'électroencéphalographie est une méthode d'exploration cérébrale qui permet le recueil de l'activité bioélectrique du cerveau cérébral au moyen d'électrodes placées en surface sur le scalp. Elle permet l'enregistrement d'une activité spontanée et permanente avec des signaux de faible amplitude qui nécessitent d'être amplifiés et on la distingue de l'électroencéphalogramme qui constitue la transcription de cette activité recueillie en surface à travers un tracé qu'on pourra lire sur un écran. Les bases neurophysiologiques ont été longtemps précisées depuis le siècle dernier avec Richard Caton qui a été l'initiateur en enregistrant pour la première fois l'activité électrique chez un lapin, suivi par Adolphe Beck qui lance à son tour chez le chien. Et c'est vraiment Hans Berger qui a transcrit ça chez l'adulte, chez l'homme, avec l'enregistrement de l'activité EEG, notamment les rythmes principaux, le rythme alpha et le rythme bêta. Et c'est John Eccles qui parvient à faire que la variation du potentiel électrique à la surface corticale soit mieux précisée. D'autres moyens ont découvert, notamment le galvanomètre et autres, ont permis justement la transcription à travers des tracés antérieurement sur des feuilles, mais de plus en plus maintenant sur une forme numérisée à travers des ordinateurs. Cette évolution continue, notamment depuis 20 ans, avec l'EEG qui se caractérise maintenant qui permet la localisation de sources avec des modélisations qui permettent de potentialiser la chirurgie qui devient de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus beaucoup plus précoce et beaucoup plus importante dans ces données à travers la fusion des données d'électrophysiologie associées à des données d'IRM et aussi à des données magnétoencéphalographiques pour permettre une localisation précise des signaux. L'intérêt, c'est que c'est un examen qui est simple, non coûteux, non invasif, qui peut donc être répété dans le temps de manière assez précoce, assez rapprochée, qui permet une bonne résolution temporelle avec l'enregistrement en temps réel de l'activité électrique cérébrale, une sensibilité et une spécificité qui sont plus élevées suivant les indications bien posées, de l'ordre de 50 à 70%, et qui peut être augmentée à travers les méthodes d'activation auxquelles on peut recourir. Les indications restent multiples et peuvent entrer dans tous les aspects, diagnostic, thérapeutique, pronostic et évolutif. Ces indications se déclinent sous des formes nécessaires, notamment en cas de recherche d'une maladie épileptique inaugurale, le diagnostic de troubles de la vigilance ou cognitif d'installation rapidement progressive ou aiguë, inexpliquées, les manifestations parocystiques inexpliquées chez le nourrisson et les nouveau-nés, qui ont parfois des tableaux assez polymorphes, et il faut penser à le mettre en place de manière urgente devant un état de mal épileptique, et comme j'ai dit, chez le nourrisson, mais également devant des crises fébriles complexes qui peuvent être la porte d'entrée de véritables épilepsies ultérieurement, et surtout un aspect médico-légal important, la mort cérébrale. Il faut éviter de le faire dans des indications non utiles, notamment dans le bilan des céphalées, parce que souvent, on a du mal à interpréter, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on peut retrouver des anomalies chez au moins 30% de patients et qui ne feront jamais d'épilepsie, mais également dans les accidents ischémiques transitoires et autres. Ce diagramme qui nous permet d'avoir une vue qui résume un peu tout ce que je viens de dire, notamment l'indication urgente devant les troubles de la conscience, mais également devant
des crises partielles fréquentes chez un sujet peu communicant pour éliminer des états de mal non convulsivants et de manière un peu plus relaxe, sans hors urgence, chez des patients épileptiques dans le suivi notamment de patients épileptiques. L'approche technique à travers d'abord l'abord des bases neurophysiologiques. On l'a dit, ça amorce l'activité cérébrale, donc l'activité des neurones. Et on sait que ces neurones sont de nombre important, entre 27 à 100 milliards de neurones, qui sont interconnectés à travers plusieurs millions de synapses, 400 millions de synapses par millimètre cube de cortex et qui sont disposés de manière radiaire, de manière homogène, suivant différentes couches, les 6 couches, notamment la couche moléculaire, la couche granulaire externe et interne, la couche pyramidale externe et interne et la couche fusiforme, suivant une disposition assez particulière et donc qui va déterminer un lancement de signal d'importance variable suivant la disposition justement de ces neurones. Ce qui participe le plus à la genèse de ce signal va être surtout les cellules pyramidales étoilées et les cellules pyramidales étoilées qui constituent les neurones épineux qui sont disposés de manière radiaire et perpendiculaire, parallèle entre eux et perpendiculaire à la surface corticale. Ils vont participer de manière importante au signal enregistré en surface. Et il y a également les cellules en panier qui vont venir envoyer des fibres inhibitrices et qui vont donc faire en sorte que le signal va aller dans un sens, dans le sens voulu de l'information, soit de manière afférente, soit de manière efférente. Donc, ce qui va participer le plus au niveau membranaire, ça va être les potentiels postsynaptiques. En effet, lorsque l'influx arrive au niveau de l'axone vers le soma et vers les dendrites pour aller influer, pour aller être transmis vers les neurones adjacents, on va avoir l'apparition, la venue successive de potentiels présynaptiques, postsynaptiques excitateurs qui vont, leur sommation va entraîner la survenue de potentiels d'action, mais c'est surtout l'importance est liée surtout au potentiel postsynaptique excitateur qui va, lorsque le nombre est important, va venir entraîner une dépolarisation membranaire et donc être à l'origine du potentiel d'action qui va être transmis aux neurones suivants. Pour que l'influx puisse aller dans un sens, on va avoir une inhibition secondaire avec un potentiel postsynaptique inhibiteur qui va éviter justement que l'influx ne retourne en arrière. Donc, ce qui participe le plus à ce signal, à l'activation de l'EEG, donc va dépendre essentiellement des potentiels postsynaptiques, qu'ils soient excitateurs ou inhibiteurs. De manière imagée au niveau intracellulaire, on va avoir ici l'enregistrement en présynaptique lorsque c'est l'arrivée d'une succession de potentiels présynaptiques qui va être à l'origine de la dépolarisation de la membrane postsynaptique axonale, apicale, et ça va à son tour, pour que cet influx puisse aller vers le soma dans une direction précise, il va y avoir l'émergence, la survenue d'un potentiel inhibiteur qui sera en rapport avec les neurones pyramidales en panier qui vont venir inhiber le soma et donc rendre positif ce soma, plus inhibiteur le soma pour que l'influx puisse aller vers ce sens. Et au niveau du soma, on va donc avoir un potentiel postsynaptique excitateur qui est à l'origine du potentiel d'action, puis une inhibition secondaire pour que le signal ne puisse pas retourner en arrière. Au niveau extramembranaire, l'activité qu'on va enregistrer en surface va dépendre justement du sens de l'inhibition. Ainsi, vous voyez les cellules pyramidales disposées de manière parallèle et perpendiculaire à la surface corticale avec différentes couches qui vont être à l'origine de l'atténuation du signal qui va être enregistré en surface. Ici, on voit qu'il y a des synapses, qu'il y a un influx
inhibiteur qui va se faire au niveau apical, faire en sorte que le soma devienne beaucoup plus important et beaucoup plus positif par rapport au soma. Et ce qu'on va enregistrer à la surface va être une déflexion négative puisque l'apex est beaucoup plus négatif que le soma. À ce niveau, on va avoir des fibres inhibitrices qui vont venir inhiber le soma, faire en sorte que justement le signal qui sera enregistré en surface va être une déflexion positive puisque l'apex est beaucoup plus négatif que le soma. Et donc le signal va dépendre justement de ces fibres inhibitrices qui vont inhiber tantôt le soma, tantôt l'apex des neurones et donc déterminer l'enregistrement, une forme particulière, soit une déflexion positive, soit une déflexion négative du signal. Comment ça se traduit en surface? En surface, nous avons ici, nous voyons la disposition, les lobules au niveau du cortex. Et les neurones qui sont disposés de manière radiale vont le plus participer à l'enregistrement du signal en cortical et donc vont être à l'origine du maximum de signal enregistré en surface parce qu'ils sont perpendiculaires à cette surface. Et les neurones qui sont disposés de manière tangentielle dans le creux vont participer à moindre mesure à l'enregistrement du signal qui se fait à la surface. Donc, en fonction de la disposition des neurones, le signal va être plus ou moins important, plus ou moins ample à la périphérie. On l'a dit tantôt avec les couches qui sont entre ces neurones et la surface où on enregistre. Ainsi, on distingue différentes couches, notamment les méninges et le scalp. L'os étant moins conducteur, ça va participer le plus à l'atténuation du signal qui sera enregistré en surface. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'autres méthodes qui permettent justement d'amplifier, auxquelles on recourt maintenant, notamment l'électrocorticogramme, qui permet justement d'enlever ce os et donc d'enregistrer directement à partir des méninges et donc d'avoir un signal beaucoup plus important. La genèse du signal également dépend du degré de synchronisation des neurones. Plus il y a de neurones qui sont impliqués dans la survenue du signal, et plus ils émettent de manière synchrone, plus le signal enregistré en périphérie va être ample et mieux dessiné. Ici, c'est un peu mal structuré, on a du mal à localiser la source, alors qu'ici, puisqu'il décharge de manière synchronisée, on voit le signal. Les anomalies sont mieux structurées et on peut parvenir à faire justement la localisation à travers le signal enregistré, le type de signal qu'on a en surface. Participe également à la genèse de ce signal, à la morphologie de ce signal, la configuration des générateurs. Ainsi, on l'a vu tantôt avec des champs ouverts qui concernent les cellules corticales, les neurones corticaux plutôt, et des champs fermés qui ne participent pas du tout à la survenue du signal, notamment avec les neurones au niveau des noyaux gris centraux qui déterminent un champ fermé et donc qui ne parviennent pas à être enregistrés en surface. Le volume générateur également participe à l'amplitude du signal enregistré en surface. Ainsi, sur cet exemple, on voit lorsque le volume du signal n'est pas important, ici c'est de l'ordre de 6 cm², on l'enregistre en surface. Ici, on ne voit que le rythme normal qui est enregistré et l'anomalie n'est pas visible en surface. Alors que lorsque le volume est assez important, ici de l'ordre de 13 cm², on enregistre bien le signal, l'anomalie en surface. Donc, plus le volume est important, plus le volume est superficiel, plus les neurones sont superficiels et mieux plus ample va être le signal enregistré en surface. Pareil pour la distance entre
le recueil et les neurones qui déchargent. On sait que cette distance est inversement proportionnelle, l'amplitude est inversement proportionnelle à la distance qui le relie au recueil et donc la profondeur des sources vont intervenir dans l'amplitude du signal. De même, la conductivité des tissus, comme on l'a dit tantôt, et le nombre de sources qui sont coactivées en même temps. Il y a également d'autres éléments importants, notamment les propriétés oscillatoires des neurones qui vont déterminer des figures qu'on a de manière usuelle, notamment les propriétés de pacemaker intrinsèque des cellules thalamiques et corticales, avec une activité rythmique corticale qui est à l'origine en partie des ondes delta, mais également l'activité rythmique des neurones réticulaires thalamiques qui vont être à l'origine des fuseaux du sommeil, habituellement enregistrés dans le sommeil. Qu'en est-il de la technique et réellement en soi, avec différents niveaux, à commencer par le recueil du signal qui se fait grâce aux électrodes qui sont appliquées sur le scalp. Ces électrodes vont être mis en place suivant le système 10-20, préalablement après avoir diminué la résistance cutanée par un décapage à l'alcool ou bien un décapage avec des pâtes abrasives, notamment la pâte de Katz. Et ça va se faire en prenant la distance entre les différents tragus de l'oreille et la distance nasion-union. Et on va laisser 10% à partir du tragus de l'oreille ou bien du nasion ou de l'union, et avant de mettre la première électrode. Et après, pour chaque électrode suivante, on mesure 20% pour la mettre. Ils vont être séparés de 20%, 20% pour les électrodes suivantes. Cette connaissance est importante lorsqu'on utilisait justement les casques à lanière, avec des électrodes en panier qu'on utilisait, qu'on mettait directement. Il était important de prendre cette distance. Maintenant, de manière usuelle, on recourt le plus souvent au bonnet avec des électrodes pré-implantés, mais il est important de connaître justement ce système international 10-20 parce que même avec le bonnet, cette connaissance permet de rectifier les artefacts qu'on peut rencontrer au cours de l'enregistrement. Les électrodes sont déclinées ainsi de suite. Chaque électrode est au niveau, représente un lobe spécifique du cerveau. Donc, il y a une correspondance entre la position topographique des électrodes et les structures anatomiques sous-jacentes. Ce qui fait que les électrodes vont porter les initiales justement de ces différents lobes, notamment FP1 pour la frontopolaire, F pour frontal, T pour temporal, P pour pariétal, O pour occipital. Et on leur adjoint des indices impairs pour l'hémisphère gauche et des indices pairs pour l'hémisphère droite, avec des indices Z pour la zone médiane. Donc, ces électrodes sont disposés de manière symétrique, parfaitement symétrique, par rapport à cette ligne médiane. On peut également mettre en place des références, notamment au niveau du tragus de l'oreille ou bien en antérieur, ou bien parfois des références variables en fonction de l'indication de l'épilepsie, de l'indication. Ces électrodes doivent être posées de manière de manière normale, correcte, justement, avec une bonne contention pour limiter les mouvements et donc pour limiter le déplacement. On distingue différentes électrodes, des électrodes cupules, des électrodes en aiguille, comme ici, des électrodes de cupule comme ici, mais également d'autres électrodes. Elles sont assez nombreuses. D'autres ont été abandonnées, d'autres beaucoup plus récentes sont encore utilisées. Comme j'ai dit tantôt, on recourt de plus en plus à ces casques avec des électrodes qui sont pré-implantés. Et lorsqu'on fait l'enregistrement, il faut faire en sorte justement de diminuer la résistance par l'abrasion, par
le décapage du cuir chevelu et donc d'aboutir à des résistances les plus basses possibles de l'ordre de 5000 ohms, inférieures à 5000 ohms. Qu'en est-il de la chaîne d'acquisition? C'est une chaîne, on l'a dit tantôt, le signal qui est enregistré en surface est de faible amplitude. Donc, il faut d'abord l'amplifier. On recueille à travers les électrodes en surface. On l'amplifie à travers cette boîte têtière qui permet d'amplifier, mais également de filtrer le signal enregistré. Et après, il y a une numérisation qui va se faire et on va avoir l'enregistrement, la visualisation sur un écran en périphérie. Donc, la préamplification se recourt à un facteur qui est de l'ordre jusqu'à 2 millions, un multiple de 2 millions justement pour avoir une amplification assez importante. Il utilise le plus souvent le mode différentiel avec réjection en mode commun, qui permet d'avoir un signal de sortie identique au signal d'entrée, pratiquement. Après cette amplification, on passe au filtrage. Cette amplification, justement, va être à l'origine, à la sortie, va s'exprimer en millivolts par millimètre ou en microvolts et ça passe par cette boîte têtière qui est variable en fonction des constructeurs. Ici, de manière imagée, notre ancienne salle de lecture d'il y a 20 ans avec ces électrodes en périphérie reliées à une boîte têtière avec une simple entrée et la numérisation et la visualisation sur un écran en périphérie. Le filtrage survient après parce que quand on amplifie, on a tendance à enregistrer même des signaux qui ne sont pas utiles, le bruit environnant et tout, donc, et les potentiels évoqués au-dessus. Donc, il faut filtrer ce signal et déterminer le signal utile qu'on appelle bande passante, qui est limité par des filtres passe-haut et des filtres passe-bas. Le filtre passe-haut va avoir tendance à limiter les basses fréquences et donc parvient à diminuer l'amplitude et les filtres passe-bas ou coupe-haut vont avoir tendance à limiter les hautes fréquences et donc à affiner davantage la trace qu'on va avoir en définitive. Donc, permettre le lissage de la trace enregistrée en définitive. La troisième étape va être la numérisation. Cette numérisation va être pratiquement fait variable en fonction des logiciels des différents constructeurs. Il se fait sur la base d'une conversion analogique qui passe par un échantillonnage. Plus l'échantillonnage est important, mieux va être la précision de la digitalisation avec un signal qui sera homogène et harmonieux. Après la chaîne d'acquisition, le traitement du signal. Ce traitement du signal va survenir au cours des paramètres de lecture, pour permettre les paramètres de la lecture. On l'a dit tantôt, il faut régler donc les filtres passe-haut et passe-bas, habituellement fixés de manière standard autour de 0,53 à 70 Hz, mais également faire un filtre secteur parce qu'il peut parfois parasiter l'ensemble du tracé, mais il faut savoir que c'est variable en fonction également des constructeurs et des écoles. L'amplification avec des amplitudes autour de 50 à 100 microvolts, elle peut être augmentée lorsque dans les tracés plats, notamment en cas de tracé de mort cérébrale, pour être objectif, pour s'assurer de l'aplatissement du tracé, ou bien diminuer lorsque les grapho-éléments sont trop amples dans le cas de figure d'une hypsarythmie où le tracé est très ample, très anarchique, et la vitesse de déroulement également va varier en fonction des pays, en fonction également des logiciels. La vitesse de déroulement dans les pays
francophones est de l'ordre de 15 mm par seconde. Chez nous, nous utilisons 20 à 25 mm par seconde le plus souvent, mais les nouvelles machines sont préenregistrées. À chaque fois qu'on ouvre, ça revient à 15 mm par seconde. Chez les anglo-saxons, c'est plutôt 30 mm par seconde. Et en dernier, le montage auquel qu'on peut utiliser en mode relecture justement pour davantage préciser la source lorsqu'il y a la source du générateur, la localisation du générateur lorsqu'il y a des anomalies en surface. Ce montage donc vise un maillage parfaitement symétrique à la surface du scalp et il peut être sous un mode bipolaire de manière longitudinale avant-arrière ou bien transversale gauche-droite ou bien référentielle qui peut également être longitudinale ou transverse. Longitudinale avec une référence antérieure au niveau frontal, FPZ, ou bien transversale avec des références au niveau des tragus de l'oreille. Donc, différentes illustrations. Le montage bipolaire longitudinal pour la comparaison gauche-droite avec un signal, avec un montage qui se fait d'avant en arrière, ou bien un montage transverse qui permet la comparaison gauche-droite également, avec un montage qui se fait de la gauche vers la droite, d'avant en arrière. Des références communes, notamment avec une électrode fixe qu'on peut choisir en fonction du type d'épilepsie focale qu'on recherche. Lorsqu'on recherche une épilepsie rolandique, une épilepsie en frontale ou bien centrale, en tout cas, on peut utiliser une référence commune au niveau de la CZ, rolandique centrale. Par contre, lorsqu'on pense à des épilepsies temporales ou autres, on peut recourir à des références au niveau des régions temporales et donc qui permet l'analyse de l'activité temporobasale. De manière usuelle, comment ça se traduit sur le tracé? J'ai du mal à voir le haut de mon écran. Ici, un tracé avec les paramètres de lecture, notamment ici, vous voyez le filtre passe-bas qui est fixé à 70 Hz, une vitesse de déroulement qui est de 20 secondes, donc 20 secondes par page, une amplitude à 100 microvolts avec un montage longitudinal, donc à droite en avant, les régions centrales au milieu et gauche en arrière. Le tracé étant très ample ici avec 100 microvolts pour pouvoir bien distinguer justement les différentes traces, les différentes électrodes. On est obligé de remonter jusqu'à 400 microvolts, donc de baisser l'amplitude justement pour pouvoir visualiser le rythme de fond en dessous, mais également de pouvoir visualiser les anomalies. D'où l'importance justement de moduler ces paramètres d'enregistrement et de relecture. Ici, de manière usuelle, on voit sur la première page, on n'avait pas le filtre passe-haut, et ici, c'est fixé à 0,535 sur cette fiche, avec également 70 Hz comme filtre passe-bas, 25 secondes comme vitesse de déroulement et une amplitude de 100 microvolts sur un tracé, sur un montage longitudinal. Un exemple de tracé longitudinal avec une disposition, comme on l'a vu tantôt, antérieure, droite en avant, gauche en arrière, et ici, les lignes médianes sont mises en bas. Donc, on peut les transposer de manière soit au milieu, soit en arrière, comme on veut, en fonction des pays, des écoles et des centres. Un exemple de montage transverse, où on visualise ici les régions antérieures, droite-gauche,
donc les régions frontales en avant, suivies des régions temporales, des régions médianes, et les régions postérieures en arrière, notamment les régions occipitales. Et c'est intéressant, le montage transverse est intéressant sur un tracé de veille chez une personne adulte. Ça permet de voir, de visualiser rapidement la bonne spatialisation du rythme alpha qui est bien focalisé ici dans les régions postérieures avec une petite diffusion dans les régions centrales. On peut, sur un tracé de base, faire de l'analyse fréquentielle qui utilise la transformée de Fourier. Et cette analyse fréquentielle permet également de rapidement de visualiser en fonction de l'électrode la prédominance du rythme. Ici, vous voyez que les rythmes sont très amples. Donc, c'est au niveau des régions antérieures, chez un sujet les yeux ouverts. Et donc, chez un sujet adulte, les yeux fermés. Et on a au niveau des régions antérieures un rythme bêta qui prédomine, comme on le rencontre habituellement chez l'adulte. Ici, dans les régions postérieures, on a une activité médiane moyenne qui est également moyenne, donc de l'ordre de 8 Hz, donc qui est principalement un rythme alpha, et donc qu'on rencontre également chez un sujet les yeux fermés, localisé au niveau occipital. Pareil au niveau des régions centrales. Ici également, l'activité moyenne est principalement autour de 8 Hz, donc une fréquence de la bande alpha, et donc qui peut traduire une activité, un rythme mu. Donc, en fonction de cette analyse fréquentielle, on peut rapidement le type on peut décliner rapidement la fréquence, la bande de fréquence qui est concernée. Lorsqu'on utilise des cartes fréquentielles, ici vous voyez rapidement également, vous pouvez visualiser le rythme alpha chez un sujet les yeux fermés, qui est bien spatialisé, bien localisé au niveau des régions frontales, des régions occipitales plutôt. Et au contraire, chez un sujet les yeux ouverts, le rythme de l'ordre de fréquence qui est de 8 Hz, mais qui siège ici au niveau central. Et lorsqu'on demande au sujet d'ouvrir les yeux et de serrer les poings, on a la réactivité à la fois du rythme alpha et la réactivité à la fois du rythme mu avec leur disparition. Et donc, ça traduit donc une belle analyse fréquentielle avec des cartes de fréquence qui aident. Sur le plan, on peut également recourir à la cartographie d'amplitude. Ça peut être intéressant également de le faire lorsqu'on peut. Et ici également, on fait une carte séquentielle sur un temps d'analyse de 183 millisecondes. On voit en fonction de la topographie de l'électrode. Ici, on voit que le maximum d'amplitude est au niveau des régions postérieures, et ça se traduit ici également. Vous voyez que c'est au niveau des régions postérieures, sur la cartographie d'amplitude, qu'on a le maximum d'amplitude. Alors qu'au niveau des régions antérieures, pratiquement, l'amplitude est de l'ordre de 0. Hein? Il n'y a pas d'amplitude du tout, c'est pratiquement presque plat, comme vous voyez sur la trace à côté. Comment se déroule l'examen? Si on considère un tracé de base, notamment qui est un EG de veille, la durée d'enregistrement est minimum de 20 minutes, mais elle peut être allongée, prolongée suivant les indications lorsque c'est plus nécessaire. Et il faut faire en sorte que le sujet soit détendu. Pour cela, il faut préalablement l'informer sur le déroulement pour qu'il ne s'inquiète pas. Au repos, les yeux fermés, plus ouverts, dans une salle qui sera calme, qui est isolée, qui est bien aérée, avec une lumière tamisée pour favoriser l'induction du sommeil, si on veut, dans certains cas, avec une position très confortable pour faire en sorte que le patient soit totalement détendu et qu'on enregistre une activité alpha ample, bien ample. On peut recourir à des activations en routine avec ouverture, fermeture des yeux, l'hypernée,
sur 3 à 5 minutes avec des pauses de 1 à 2 minutes en fonction des indications, notamment lorsqu'on recherche en absence. La stimulation lumineuse intermittente grâce à un stroboscope et parfois on peut associer systématiquement à l'EEG le CG, parce que parfois c'est fréquent d'avoir des artefacts de CG, ou bien est couplé surtout une vidéo, surtout chez l'enfant, mais également dans le cadre de certaines crises qu'on peut à tort prendre pour des mouvements anormaux lorsqu'il y a des myoclonies et autres. Donc, il est important de coupler une vidéo. Ça permet également de poser le diagnostic différentiel avec des crises psychogènes non épileptiques. L'EMG ou la respiration va être variable en fonction des indications. L'important surtout, c'est de noter tous les événements extérieurs qu'on peut utiliser à la relecture parce qu'ils peuvent parfois fausser ou faire des interprétations, des faux positifs à la relecture. L'hypernée, elle peut être à l'origine de ralentissement physiologique ou pathologique, d'un paroxysme, de la survenue de paroxysme épileptique en créant un degré de surface cérébrale ou bien activer la survenue d'une crise épileptique. Elle connaît certaines contre-indications, notamment dans certaines maladies cardiovasculaires. La stimulation lumineuse, avec des protocoles qui vont varier en fonction des centres, mais toujours recourir à un stroboscope placé à 30 cm du patient, yeux fermés ou ouverts, ou bien alterner yeux fermés ou fermeture des yeux au début de chaque train, des fréquences qui sont variables qui peuvent aller jusqu'à 60 Hz. Nous, dans notre service, on va jusqu'à 28 Hz et le plus souvent, on a surtout des fréquences programmées suivant des fréquences paires et non impaires. Il connaît certaines contre-indications, notamment les décollements de routine. Les réponses vont varier, vous le verrez plus en détail avec les cours précédents. Un entraînement photique, une réponse photomyogénique ou bien des réponses photoparocystiques. Chez les nouveau-nés et les nourrissons, l'enregistrement du sommeil est indispensable. Chez le grand enfant, il peut être souhaitable d'avoir une séquence de sommeil et pour cela, il faut le faire dans une ambiance calme, au décours d'un repas ou à l'heure de sieste. Et ça aide parfois à sensibiliser l'examen lorsque surtout les anomalies sont peu marquées ou invisibles. Donc, ça va se faire par une privation de sommeil qui va induire l'apparition d'anomalies EEG qui vont varier en fonction du niveau de vigilance. Et on peut recourir à des moyens naturels de préférence ou bien induits à travers l'utilisation de certaines molécules comme la mélatonine, une molécule naturelle, ou chez nous, surtout le théralène. Le sommeil habituellement enregistré à l'heure de sieste qui va durer 1h30 pour l'idéal pour avoir un cycle complet de sommeil ou bien une nuit complète de manière plus performante. Par contre, nous, dans notre centre, nous ne parvenons toujours pas à commencer les enregistrements de nuit complète à cause du défaut de personnel. Il existe d'autres moyens d'activation, les stimulations auditives ou nociceptives lorsqu'on a une mort cérébrale, ou bien des stimulations cognitives ou lorsqu'on est dans des cas de figure d'épilepsie réflexe, lecture, calcul mental, le bain, l'alimentation, la mastication ou les émotions. Les EEG spéciaux et techniques connexes, notamment la liste n'est pas exhaustive, vidéo EEG, l'EEG polygraphique, les ambulatoires, invasives ou magnétoencéphalographiques. La vidéo EEG, on a dit son apport chez l'enfant et également en enregistrement critique, ça permet d'enregistrer simultanément et de manière synchronisée l'EEG et le comportement du patient et donc de déterminer le type de crise de manière spécifique chez ces patients. Donc, c'est important lorsqu'on peut faire le diagnostic d'épilepsie, mais également le diagnostic différentiel des crises non épileptiques. La polysomnographie en cas de trouble du sommeil qui enregistre plusieurs paramètres en même temps, bien sûr l'EEG, mais également l'électrooculagramme, l'électromyogramme, la respiration, le ronflement, la respiration thoracique abdominale, les mouvements au niveau des membres inférieurs et la saturation en oxygène. Elle permet d'analyser justement les différents cycles du sommeil avec leur profil, leur morphologie et leur durée
de manière assez importante, assez spécifique, avec une bonne corrélation entre tous les paramètres qui interviennent dans le sommeil. Le Holter ECG, qui est développé depuis plus de 20 ans et qui permet un enregistrement à domicile et qui est indiqué lorsqu'on a des anomalies qui sont liées au sommeil ou en cas de dépistage d'une épilepsie, dans les cas d'épilepsie, notamment des crises focales complexes ou bien des crises pariétales, on peut avoir du mal à poser le diagnostic. Les méthodes semi-invasives avec l'électrocorticogramme qui permet dans le... Oui. 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 Je ne vous entends pas. Bonjour, Dr Sao. C'est-à-dire oui. 5 minutes. D'accord, je vais accélérer. Je suis presque à la fin. Le reste va être abordé de manière spécifique. Mieux. La stéro-EEG, qui est la méthode invasive, qui permet, par l'implantation d'électrodes profondément au niveau du cortex, d'avoir une idée de la profondeur de la zone épileptogène et qui est surtout utilisée dans la chirurgie de l'épilepsie où on fait une implantation chirurgicale et on a pendant 5 jours pour pouvoir avoir une focalisation, une bonne focalisation, localisation de la source. La magnétoencéphalographie qui a son importance, qui a beaucoup d'avantages, notamment le caractère non invasif, une bonne résolution temporelle beaucoup plus élevée que pour le geste de surface, mais qui a quand même un coût assez élevé qui donc est assez limitatif par rapport à son utilisation en routine. L'approche médicale, notamment la description des différentes activités EEG, notamment la définition des ondes et des rythmes et des bandes. Les différentes bandes de fréquences qui vont être variables en fonction de l'état de vigilance et également en fonction de l'âge du patient et qui vont aller de basse fréquence, notamment le rythme delta, aux hautes fréquences avec le rythme bêta en passant par le rythme theta et le rythme alpha, avec des caractéristiques bien spécifiques, topographiques, mais également réactives. Les principales activités vont être physiologiques, inhabituelles, pathologiques, mais également des artefacts. Quelques illustrations, notamment les aspects qu'on peut enregistrer au niveau du sommeil, avec la somnolence, mais également les différents stades de sommeil qui seront beaucoup mieux vus dans les cours ultérieurs. Quelques éléments d'activation, notamment ici les rythmes rapides des médicaments qu'on voit, qui vont se traduire par des rythmes rapides au niveau des régions antérieures. Les ondes lambda du sommeil qui sont des activités inhabituelles qui peuvent être retrouvées chez certains patients. Un rythme du volet sur un patient qui a été opéré d'une chirurgie, qui a bénéficié d'une neurochirurgie. Et les spécificités de l'enfant vont être surtout en rapport avec les capteurs qui vont être différents et leur mode de pose, notamment le casque de Dreyfus chez le nouveau-né, ou bien lorsqu'on fait un montage longue durée, on va coller les électrodes à bas avec du collodion et qu'on va recouvrir avec une bande de gaz pour bien fixer les électrodes. Chez le nourrisson, le même casque avec des électrodes de nombre beaucoup plus élevé, parce que chez le nouveau-né, on va faire des électrodes de longue distance, donc 8 électrodes en général, et qu'on peut utiliser, augmenter le nombre en fonction du périmètre crânien du patient. Il y a quelques aspects maturatifs qu'on va être vus dans les cours suivants, et avec une maturation qui va varier en fonction de l'âge et qui se fait de manière assez importante et assez précoce, de manière hebdomadaire à mensuelle chez l'enfant. Les artefacts, je n'ai pas vu s'ils étaient abordés ou pas, différentes formes, types, biologiques et non biologiques. Quelques exemples, ici un artefact de secteur qui entraîne des
éléments assez aigus, assez diffus, assez polymorphes. Un artefact d'électrode chez un patient dans une salle non tempérée avec des vermiculations qui traduisent la sueur sous-jacente. Des artefacts de clignement oculaire chez un patient les yeux ouverts. Des artefacts musculaires qui se traduisent par des rythmes rapides focalisés ou parfois diffus, mastication qui est également un peu un volet musculaire, ballottement, balancement, des artefacts liés à un bruit avec une secousse diffuse, un artefact de hockey, les artefacts de CG. Les artefacts ne sont pas c'est pas assez exhaustif, la liste n'est pas exhaustive, mais au cours, il faut savoir les reconnaître justement pour éliminer les faux positifs au cours des enregistrements. Monsieur Adjaratou, oui. Merci de conclure, parce qu'on est pris par le temps. L'électroencéphalographie est efficace dans l'exploration fonctionnelle en temps réel de l'activité électrique cérébrale. Il constitue un examen complémentaire non invasif, facile mais peu onéreux, mais il faut savoir préciser ces indications qui doivent être bien ciblées pour avoir un enregistrement, surtout une interprétation fiable. Ça permet un diagnostic positif, différentiel, syndromique, de suivre le traitement, d'avoir un élément pronostic. Et il faut donc dupliquer les centres de formation pour avoir une formation spécialisée et donc augmenter la fiabilité justement de cet examen qui est quand même très intéressant et qui précise sa place de plus en plus avec le temps. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation.